Et bonjour! Bienvenue pour cette nouvelle émission dont n'est pas filmée, une émission évidemment de critique, de débat, où on aime bien se fighter entre nous sur des films d'actualité. Nous avons autour de cette table une personne qui a une chemise très flashy puisqu'elle est sur le printemps. Comment vas-tu, Aline? Ça va très bien, merci. Ça va. Merci Lénie de m'applaudir. Et merci à tous de le suivre. Évidemment, oui, parce que bon, s'il n'avait pas applaudi, on ne l'aurait peut-être pas fait. Donc Ouais, on s'en excuse évidemment. Il faut seconde une t'applaudir, oui. Puisqu'on rappelle que tu es une grande star qui va sortir bientôt son nouveau tube de l'été. Hein. Oui. Donc l'année dernière, il y avait potentiellement Tiramisu qui devait sortir. Ouais. Tu t'es dit non? Non. En réalité Non, pas trop. C'était pas le bon moment. Les gens étaient pas prêts. Non, ouais. Puis ça faisait trop redite avec Expresso. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un nouveau tube qui est en train de se construire petit à petit pour cet été, avec une émission spéciale d'ailleurs. Hein, tu vas nous la présenter, cette chanson en Bien même sûr. temps. Bah oui. Et ça va être lié aux boules, de ce que j'ai compris. Bah voilà. Bah, je voulais garder le secret, mais ouais, ça va parler un peu de boule, ouais. Et attention, pas n'importe lesquelles. Pas n'importe lesquels. C'est là où justement on va vous surprendre, croyez-nous. On laisse en suspension pour l'instant. Évidemment. Zéphyr, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me recevoir encore une nouvelle fois. Avec grand plaisir, évidemment. Très content d'être là. Tu as vu un film qui t'a inspiré d'ailleurs, que tu as adoré. On va en parler tout à l'heure. C'est vraiment ton film de l'année, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le film que j'enverrai à Cannes, le film que tu portes dans ton cœur. Ouais, voilà, il peut remplir plein de cases, mais c'est que des cases d'amour en tout cas. Oh, j'ai hâte de savoir. On adore l'ironie ici dans cette émission. Hein, oui, au cas où vous n'auriez pas compris, ouais. Chers auditeurs. Quand même. Voilà. Commence pas à faire chers auditeurs. Auditrices en plus, au sont plus proches de moi que de toi. Evan, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Ça va. Ça va, prêt à préparer les broules pour le clip. On va parler. En bas, c'est déjà. Moi, je passe 10 devant, ouais, c'est parti. Bon, attends, c'est l'apéro. Hein. Voilà, Evan, vous l'avez compris, c'est le bon vivant. Toujours. Hein. Et on l'aime pour ça, mon Evan. Tu reviens quand tu veux. Hein. Voilà, maintenant. T'hésites pas. Comment vas-tu, Lenny? Très bien, écoute, c'est difficile d'enchaîner vraiment après autant de beaux fruits, hein, c'est merveilleux. Écoute, il y a des films comme ça qui enchaînent le sud avec le nord, on va le voir juste après, il y a un vrai lien avec un film, un documentaire d'ailleurs, qui nous a touchés. Tu regardes quoi là sur ton portable? Rien du tout. Non, mais parce que là, franchement, un peu de décence, s'il te plaît. T'es pas chez ta mère? Je t'emmerde. Non, mais l'autre, il regarde les films en rattrapage devant nous, carrément, il est en train de les critiquer des limites. Ça va 2 secondes quand même, t'essayes de voir les films un minimum avant. Écoute, déjà, au moins, moi, je suis là à l'heure. D'accord, tu vas en arriver là. Oui. D'accord, très bien. Bon, toujours pas de paix. Hein. Par contre, Marion, t'inquiète pas, tu l'as prochainement. Comment vas-tu, Marion? Ça va très bien, merci. Tu as vu un film récemment? Non, moi j'ai tout préparé, j'ai fait des jeux vidéo et tout. On m'avait dit c'était ça, non? Non, alors putain, non, c'est l'autre émission là. Tu t'es trompé. Là, c'est On n'est pas filmé, c'est sur le cinéma. Ah mince, j'ai jamais vu de film de ma vie. Donc, c'est vrai. Même pas un court-métrage, même pas un dessin animé quand t'étais petite. Jamais. Même pas le film Minecraft, ouais. Tu veux pas le rattraper, hein? Si, j'en ai entendu du bien à la radio. Ouais, je crois pas, non, pas en tout cas la nôtre. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et ça m'était adressé. Merci beaucoup, Marion. Évidemment, on va faire toujours cette petite revue d'actu très légère. On va revenir sur quelques dates, puisqu'on ne va pas refaire la liste. On en a fait déjà énormément de dates sur la dernière émission, mais tant mieux. Là, on va être plus léger, puisqu'il y a un autre gros événement, évidemment, c'est le Festival de Cannes. On va le détailler un peu plus en détail juste après. On va critiquer un peu, voir si ça nous intéresse réellement. Mais cette revue d'actu, donc sur quelques dates déjà, peut-être en rappel, Zéphyr, sur le Cinéma Luxe, Douvres ou le Café des Images. Alors la dernière fois j'ai bombardé en termes d'infos, du coup elles étaient déjà comprises dans l'émission dernière, mais voilà, je vous les rappelle pour que vraiment vous les loupiez pas. Au Café des Images, on a Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, dans le cadre des ciné-clés, donc ça va être avec les lycéens du collège-lycée expérimental d'Hérouville qui du coup ont proposé de projeter ce film. Donc ça, ce sera le jeudi 15 mai à 17h. Et ensuite, au Luxe, on a donc La Nuit Stephen King le samedi 24 mai, ça va être énorme, venez, le samedi 24 mai à partir de 20h30. Voilà, on a déjà quelques petits films qui sont dans les bacs et encore quelques décisions à prendre quant aux animations, etc. Mais on peut déjà vous dire que Shining, le SA de 2018, Carrie et Christine, c'est à peu près validé. Donc voilà, si vous aimez un de ces 4 films, on vous
recommande de venir nous voir et nous tenir compagnie ce 24 mai. Potentiellement avec une petite surprise. Potentiellement avec une petite surprise, et puis même du coup de nombreuses surprises, vu qu'on n'a pas encore trop communiqué autour des animations, ça en fera aussi partie. Il va venir, Stephen King ? Il va... Ou alors un sosie potentiel. Comment je réponds à cette question ? Je vais peut-être venir déguisé en Stephen King. Ouais, parce que vous aimez bien vous déguiser en personnalité. Je me rappelle pour la soirée Elvis, on se rappelle tous d'un sosie. Oui, approximatif, vraiment. Là, c'est un petit peu plus compliqué, Stephen King, surtout que s'il est sosie et qu'on lui fait faire une rencontre derrière, il va parler de sa vie de sosie et pas de la vie de Stephen King. Donc, oui, j'avoue. Un peu compliqué. Et sinon, en plus récent, d'ailleurs, ça va être 2 jours après la sortie de cette émission, donc le 25 avril, vendredi 25 avril à 19h30 au Luxe, on fait un LPS avec des films de Jack Black. 2 films de Jack Black et Richard Linklater. Donc Bernie, qui est sur l'histoire d'un... C'est pas un coroner, c'est un croque-mort qui se fait manipuler émotionnellement par une vieille dame, qui est inspirée d'une histoire vraie, et School of Rock, qui est un des films classiques de Jack Black, qui parle d'un enseignant de musique dans un lycée. 2 films cultes avec Jack Black. Et donc voilà, de Jack Black, et réalisé par Richard Linklater, les 2. Et d'ailleurs... Tu fais le lien, incroyable, puisque Linklater, on va le retrouver au Festival de Cannes dans la sélection officielle, puisqu'il sera donc avec son film Nouvelle Vague, puisque donc le Festival de Cannes, pour rappel, c'est du 13 au 24 mai de cette année, donc avec en présidente du jury Juliette Binoche, en présentation Laurent Lafitte, on se rappelle tous de sa petite blague sur Woody Allen. Je ne sais pas si... Vraiment, vous ne l'avez pas ? Moi, je veux bien que tu me la rappelles, je l'ai pas. Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France, parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. Il avait fait une blague un peu houleuse où en gros il parlait du fait que Woody Allen, il y avait toutes ces poursuites derrière lui, donc écoute, et il y avait Woody Allen juste devant lui, donc il a fait la blague, voilà, donc c'était le moment, quoi, c'était le bon moment. Ouais, voilà, c'est comme si tu faisais une blague de Polanski devant Polanski. Bon, c'était exactement vraiment le même niveau. Le film d'ouverture, c'est Partir un jour d'Amélie Bonin. Palme d'honneur, c'est Robert De Niro, et bon, là on est d'accord pour dire que évidemment il le mérite. En plus, bon, avec ses derniers propos, on a toujours envie d'aimer Robert De Niro, puisque bon, il déteste toujours Trump et il le détestera à jamais, toujours à vouloir d'ailleurs le taper, hein. C'est ça qui est dingue avec De Niro, c'est qu'il lâche rien. Et sur la sélection officielle, pour un petit rappel, donc on a du Wes Anderson, évidemment, le classique, hein, avec, je ne vais pas prononcer le nom. The Phoenician Scheme. T'as tout compris, c'est bien, tu rebondis tout de suite. Merci beaucoup. On a Ari Aster avec Eddington. D'ailleurs, on a eu la bande-annonce, un petit teaser qui est sorti, où tu scrolles sur Instagram et tu vois plusieurs acteurs du genre Emma Stone, Pedro Pascal, évidemment Joaquin Phoenix. On a Kelly Richards, The Mastermind. On a le retour de Julia Ducournau avec Alpha, retour depuis Titane. Il me semble qu'elle avait essayé une série, elle avait essayé un autre projet à côté, ça n'a pas trop marché, mais du coup on aura Alpha, en tout cas pour cette sélection officielle. Je l'attends particulièrement, je pense que c'est vraiment le film qui me tient le plus en haleine pour l'instant. On a Jafar Panahi, donc un simple accident, Jean-Pierre et Luc Dardenne évidemment, les frères, hein, qui sont indissociables du Festival de Cannes avec Jeune Mère. Joachim Trier, Sentimental Value, Oliver Lax, Syrah et Aya Kawa avec Renoir. Donc ça fait une belle sélection quand même. Est-ce que en soi elle vous intéresse cette sélection ? Est-ce que vous êtes surpris de cette sélection d'ailleurs ? Ou au contraire vous trouvez ça plutôt classique, puisque bon, on y retrouve quand même des réalisateurs plus que liés au Festival de Cannes. On a l'impression d'ailleurs qu'ils habitent complètement dans le lieu dit. Personnellement, moi j'avouerais que c'est évidemment le prochain film de Julia Ducournau qui m'intrigue le plus. J'ai pas spécialement le moindre idée de ce que ce sera, que ce soit de pitch, de qui y aura au casting, quoi que ce soit. Mais je sais pas, elle a réussi à marquer assez fortement le cinéma de genre. Alors bon, est-ce qu'elle va repartir avec moindre récompense, alors que bon, on a il y a les frères Dardenne juste à côté qui sont comme constants à Cannes. Oui. Compliqué à dire, mais ça peut être intriguant. Après, j'avouerais que c'est surtout ce film-là, parce que Wes Anderson,
peut-être un peu plus de mal personnellement avec son cinéma. Donc, bon, la bande-annonce, après les fans d'Anderson, on peut comprendre, hein, mais c'est vrai que la bande-annonce montre bien qu'il restera de toute façon toujours dans sa patte graphique, on va dire, et dans son cinéma. Bon, on retrouve beaucoup d'auteurs hein, qui ont tendance à avoir toujours les mêmes fascinations et obsessions. Ari Aster, c'est pareil avec Eddington, on y retrouve déjà un petit peu son ambiance. Hein. Bon, les frères Dardenne, évidemment. Et en hors compétition, on peut retrouver le fameux, il va revenir, hein, puisqu'il avait déjà présenté Top Gun Maverick au Festival de Cannes, mais là il va présenter son Mission Impossible, techniquement son dernier salut en termes de blockbuster américain, Tom Cruise. Évidemment, on pense à un énorme hommage de sa part, puis bon, il aime tellement le cinéma, ce monsieur. On peut que saluer aussi sa prestance et évidemment elle est bienvenue de toute façon au Festival de Cannes. Vous avez hâte de ce Mission Impossible, j'espère bien, parce que ça j'espère qu'on va y revenir dessus quand même, un minima. Oui Lenny ? Je sais pas, tu as l'information de qui est derrière en termes de réalisation pour celui-ci ? C'est Macquarie, il me semble, toujours. Parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, mais tu disais que c'était le dernier qu'il compte faire en termes de blockbuster ? En gros, c'est son dernier grand salut. Enfin, après, peut-être qu'il en fera d'autres, mais il avait dit de toute façon, Tom Cruise, que c'était vraiment son dernier gros blockbuster. 62 ans quand même. Et après, il a pas dit qu'il arrêtait sa carrière de cinéma. Il a juste dit que potentiellement, il ferait peut-être d'autres petits films d'auteur, mais pas trop sûr. Il est encore en réflexion. Il a 62 ans. 62 ans quand même. Hein. Et le mec, il a quand même refait des cascades. Alors, par contre, le projet qui est marrant, enfin, le projet, vous savez, normalement, il devait aller dans l'espace, etc. avec ce film. Bah, du coup, ça s'est pas fait. Donc, il en a fait d'autres, hein, mais il a pas pu parce qu'apparemment, il y avait le credo qui était trop serré. Puis, je crois que aussi, bon, évidemment, avec tout ce qui pollue, avec juste quelques minutes de voyage. Hein. Merci Katy Perry. J'avais encore une belle vision de toi, mais là, pour le coup, loupé. C'est pas très grave. Mais bon, pour 10 minutes de voyage, je sais pas si ça vaut le coup. À mon avis, oui, quand on est riche. Mais bon, au moins, lui, il a un petit peu plus les pieds sur terre, même si, apparemment, il va faire des voltiges, encore une fois, avec des petits avions. Oui, Zéphyr, tu voulais dire ? Ah oui, non, c'était juste pour rajouter que Top Gun avait déjà l'air un peu d'être un dernier film, enfin un film d'apogée de carrière, quoi. Donc c'est vrai que du coup, est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils nous disent à chaque dernier film que ça sera son dernier blockbuster ? Après, il l'avait dit, Top Gun, voilà, c'est dans ses derniers. Et puis là, Mission Impossible, normalement, c'est son dernier blockbuster. Il fera son dernier salut et j'espère... Grand bien à lui. On va faire une hola, évidemment, à lui. On fera peut-être une émission Tom Cruise ? Émission spéciale Scientologie et Tom Cruise. Oh, tout de suite. Je suis désolé, Oui, excuse-toi, oui. C'est là que va la moitié de son argent. Oh, bah écoute, chacun ses passions. Moi, je le donne bien à des choses que je ne dirai pas, que je ne nommerai pas ici. Et voilà, on en fait des chroniques, on en fait des polémiques. Non, voilà, chacun ses passions, chacun ses envies. Alors, c'est pas parce que c'est une star qu'il faut tout de suite l'accuser. Est-ce que vous avez un autre petit mot par rapport à cette sélection à Cannes ? Est-ce que vous êtes plutôt hypé, tout simplement, basiquement ? Oui, je sais juste, j'ai vu un ou deux petits détails sur le film du Ducournau. Ça aura une jeune fille adolescente en personnage principal. Ça se passera, il me semble, en Amérique dans les années 80-90. D'accord. Et c'est lié à la montée du sida. Et c'est lié aussi un peu encore à du body horror, il me semble, parce que ça parle de tatouage. Ah, bah de toute façon, évidemment, avec Titane et Grave, on l'a bien vu, c'est quelque chose. Ça relie d'ailleurs avec Substance, qui l'année dernière avait été présenté à Cannes en sélection officielle, il me semble. Donc c'est cool de voir que le Festival de Cannes commence toujours à garder cette constance de réalisatrices de films de genre et de body horror. J'ai l'impression que maintenant, ça va devenir limite, il faut absolument un film de body horror au Festival de Cannes, mais tant mieux. Quelque part, ça permet une belle représentation du cinéma dans son ensemble. Ce soir, j'ai préparé des pockets de dinde. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et bon appétit, bien sûr, si vous commencez à manger. Alors, partons désormais sur des petits plats qu'on vous propose d'actualité, des petits films. Il y a différents genres, puisqu'on va y revenir. Il y a du cinéma français, il y a du blockbuster américain d'horreur, et il y aura aussi un blockbuster français plutôt rapide, on va dire. Oui, Zéphyr ? J'oserais même dire, il y a du mélange des genres. Oh, bah on va y faire tout de suite la transition, puisque tu as vu justement le mélange des genres. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité ? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. Déconstruit.
Alors, le mélange des genres, justement, vous l'avez vu avec Aline. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette comédie française, un peu, qui, à mon avis, frôle des fois le burlesque, le politiquement incorrect, on va dire. En fait, déjà, ça faisait très peur de voir l'affiche, de voir en premier le titre en anglais que j'ai vu sur Letterboxd, qui se nomme Not All Men But. Oula. Du coup, effectivement, on se dirige déjà vers des sujets qui sont pas, qui sont un peu clivants, quoi. Et jure. Et en fait, le speech de base, c'est sur une femme policière qui est mariée à un policier et qui infiltre un groupe de féministes qui sont plus ou moins radicales. C'est un peu un groupe féministe lambda, quoi, standard. Et en fait, pour pas se faire démasquer, pas perdre sa couverture, elle décide d'accuser de viol un homme au hasard, en fait, qu'elle a juste rencontré 1 ou 2 fois dans sa vie, qui est lui aussi parent d'élève comme elle. Et voilà. Donc la base du film, c'est ça. Niveau cinéma, est-ce que j'ai passé une mauvaise séance ? Non. Il y a plein de moments vachement drôles. En fait, j'ai pas vu la bande-annonce, mais on m'a dit que quand même les 5 ou 6 punchlines qui étaient vraiment drôles et marchaient bien étaient dans la bande-annonce. Donc ne regardez pas la bande-annonce dans le doute. Mais il y a une partie comique qui marche assez bien. Je vais pas le retirer ça au film, notamment grâce à Benjamin Laverne, qui du coup était un peu le petit point de lumière que plein de gens pouvaient voir dans ce film. Moi, je sais que quand j'ai dit que j'allais le voir, les gens me disaient « Ah oui, c'est avec ce mec-là, il a joué dans Enfant Phare, c'était super chouette. » Qui a joué dans L'Abbé Pierre aussi. Qui a joué dans L'Abbé Pierre, qui a joué dans le film avec Johnny Depp récemment sur un marquis ou un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Jeanne du Barry. C'est ça, exactement. Il a joué dans Mon Inconnu aussi. Voilà. Et donc ouais, super acteur et qui lui joue le rôle du coup de ce mec hyper déconstruit, hyper à l'aise avec les problématiques féministes modernes, qui se retrouve du coup accusé et pour qui en fait ça va être un espèce de tournant dans sa vie d'acteur raté. Enfin, c'est un petit peu compliqué en fait. La séance de cinéma était cool, le film est plutôt cool, les images sont sympas, le casting est vraiment bien. Oui. Mais on en arrive au petit point un peu relou, c'est qu'en fait, il ne sait pas sur quel pied danser, à mon sens, Michel Leclerc, c'est-à-dire que... parce qu'il a dansé devant le film. C'est ça. Non, il n'a pas fait de caméo dedans, il y a un caméo de Virginie Despentes dans le film, d'ailleurs, qui dit 1 ou 2 phrases. Mais en fait, ça rentre un petit peu dans le problème que je vais aborder là, c'est qu'en fait, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'il passe quand même son temps à faire du comique sur des groupes féministes qui ont des vraies revendications, quoi. Ça parle de sujets qui sont pas light du tout. Ça parle de viol à quelques mois des procès de Mazan, tu vois. Donc effectivement, c'est pas trop le moment de faire des blagues. Et en fait, du coup, au profit de la vanne, on oublie... Oh, joli postillon. On oublie... À la radio, ça ne se voit pas. Je sais, mais je l'ai vu et comme ça, je voulais en faire profiter l'audience. Ah bah oui, parce qu'on est passionné, bravo. Ouais, en fait, tout rentre en contradiction et l'humour gagne au final. Mais on voudrait pas trop que l'humour gagne tout le temps. On voudrait que des fois, il y ait un petit peu plus de profondeur. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais ça prétend un petit peu démolir certains clichés, sauf qu'en fait, c'est que dans la forme, quoi. Dans le fond, il y a quand même pas mal de trucs... notamment tous les passages avec où comment elle s'appelle, Léa Drucker rentre en confrontation du coup avec Benjamin Laverne, qui lui est pas mécontent en fait de s'être fait accuser au final, ce qui est plutôt étrange. Mais voilà, je sais pas si Aline, toi t'avais aussi des trucs sur ce truc-là. Tu fais des grimaces depuis tout à l'heure. Oui, et puis je monologue un petit peu. Non, du tout, non mais t'as bien fait parce que je rejoins tout ce que t'as dit, mais en fait, quand on est sorti, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je me suis posé la question, c'est que je pense qu'on n'est pas la cible du film, nous, notre génération. Enfin, du coup, Zéphyr et moi, en l'occurrence, on cherche à s'éduquer sur ces choses-là. Donc, moi, le film, en fait, je l'ai regardé avec un œil, indirectement, en cherchant où allait être le problème. J'attendais un peu au tournant le truc. Parce que dans l'idée, moi, je suis pas contre qu'on mette en avant aussi les fausses accusations, même si, bon, comme tu le dis, au niveau actualité, c'est peut-être un peu maladroit. Malheureusement, ça en fait partie. Donc, moi, je suis pas contre qu'on mette ça en avant, mais là, le fait est que le sujet principal, c'est un viol et le personnage principal, c'est un homme. Parce que Léa Drucker, elle tient un rôle important, mais on la voit, mais pas tant, je trouve. Enfin, en tout cas, moins que Benjamin Laverne. Et surtout qu'en fait, ça donne une impression d'un scénario qui veut commencer à déconstruire des choses. Ça le fait plutôt bien au début, mais en fait, ça écrase des clichés pour en appuyer d'autres. C'est-à-dire que le mouvement féministe,
il écrase le cliché du fait, à un moment donné, c'est pas un spoil, parce que je pense qu'on peut le voir dans des extraits, mais pendant leur première manifestation, il y a l'une d'entre elles qui est nouvelle dans la bande et qui se dit manifestation égale ok, je vais me foutre à poil, machin. Et du coup, tout le monde l'arrête en disant non, là, on va pas faire ça. C'est chez les Femen qui font ça, c'est pas nous. C'est ça, exactement. Elle prononce ça et elle dit nous, on est politique, donc pourquoi pas aussi permettre de restituer l'image d'un mouvement féministe qui n'est pas forcément tout le temps dans l'extrême, si ça en dérange certains. Mais derrière, dans le mouvement, en fait, il y a cette fameuse femme qui veut se mettre à poil, donc qui passe pour la neuneu de la bande. Il y a l'autre qui est l'incarnation de ce que tout le monde imagine quand on dit le mot lesbienne. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui font que moi, je me suis positionnée en plus en tant que femme. Je me suis dit, mais là, j'ai pas du tout envie d'être dans leur bande, en fait, limite. Ouais. Alors que l'idée est sympa. Je pense qu'on serait tous d'accord. Mais là, c'est vrai qu'au moment où ça met sous silence certains clichés, en fait, ça en appuie d'autres. Et j'ai trouvé ça dommage parce que même vers la fin, avec Zéphyr, on est sorti en rigolant de la salle. Alors que je rappelle, on parle d'un viol. Enfin, je veux dire, même s'il y a cette légèreté qui est apportée, et pourquoi pas, au final, après, ça dépend de ses idéaux. Ouais, mais c'était pas le rire en mode ah là là, qu'est-ce que c'était drôle, on n'en peut plus. Non, c'était plus de consternation en réalité. Pour ma part, oui. Ouais. Oui, pareil. Et puis aussi, il y a plein de sujets qui sont pas abordés. Tu parlais du personnage de Mela Bedia, qui joue du coup la nouvelle féministe du groupe, qui incarne un peu cette jeunesse-là, qui prend vachement les devants. Et en fait, déjà, son personnage sert à certains moments à faire passer du comique. On n'a pas trop de moments un peu émotion avec elle. Et en fait, on aurait pu, parce qu'il y a un moment du film où, pareil, c'est pas trop un spoil, mais en fait, on voit qu'elle est sans domicile. On voit qu'elle a des galères dans la vie, on voit qu'elle a des traumas, etc. Elle en parle pendant 1 ou 2 scènes, quoi. Et en fait, c'est complètement passé à la trappe au profit du mec déconstruit qui se remet en question. Et du coup, on se dit, elle passe où où est-ce qu'on le cale, ce féminisme-là nouveau, sur lequel on a envie de faire du commentaire ? En fait, on le cale pas vraiment, quoi. Oui, Lenny ? Justement, moi j'avais une question parce que ça parle du fait que c'est un peu l'homme qui se fait accuser qui est le personnage principal, alors que pour moi, que ce soit les visuels ou la bande-annonce, avait plus, en tout cas, me donnait cette impression, peut-être que c'était juste que moi, mais qu'il y avait cette idée c'était un film en mode binôme. C'est le duo là-dessus, va y avoir l'accusation, ça va se répondre, ils vont se recroiser ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas du tout ça, ou est-ce que ça arrive un peu ? Parce que j'ai vraiment pas l'impression là-dessus que c'est ce que le film promet n'arrive pas finalement. Vas-y. On a eu un petit bas. Vas-y, je t'en prie, je comprends. Ça arrive un peu que dans la deuxième moitié, où en fait, en plus, il n'y a pas d'agression sexuelle dans le film, il n'y a pas de truc non plus horrible. Il y a un moment, la question qui est évoquée de si on vole un baiser à quelqu'un, est-ce que c'est old school, est-ce que c'est acceptable, etc. Mais en fait, à part vite fait les moments où on les revoit, où ils se revoient ensemble après l'accusation, c'est juste chacun de leur côté, quoi, plutôt. Ouais. Et c'est là qu'on perd un petit peu le truc, surtout que elle est entourée de flics, et lui, il est entouré par sa femme où il est dans son ombre, en fait, parce qu'elle est comédienne et lui, il est un peu comédien raté. Et donc, du coup, c'est d'un côté le couple de flic et flic, et l'autre comédien-comédienne. Du coup, ils les mettent pas trop en confrontation, non, effectivement. Oui, et pour le coup, dans le titre, on dit mélange des genres, mais en fait, tout est complètement séparé tout le long du film, je trouve. Ils se mélangent pas beaucoup. Et, les femmes d'un côté, les mecs d'un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, du coup, vu qu'elle est flic, on a la chance d'être au cœur du commissariat, où c'est la seule femme, donc avec son mari qui est le patron de tout ça. Et en fait, ils sont plusieurs, et ils sont 5, elle et 4 autres hommes. Et en fait, parmi ces hommes, il y a un petit nouveau qui, lui, pour le coup, est jeune. Et en fait, quand il parle de justement qu'elle a faussement accusé quelqu'un et tout, ils font tous des réflexions sur de toute façon, il faut toujours qu'il y ait un gaucho dans la police. Nous, la police, c'est la police de droite qu'on aime bien, donc c'est bourré de clichés. Et le petit jeune qui, lui, donne, en vrai, en tant que spectatrice ou spectateur, nous donne des informations intéressantes parce qu'il va donner des stats en disant, par exemple, oui, mais bon, les fausses accusations, ça représente que 2% de tout le reste, etc. Mais en fait, ils lui ont fait avoir un cheveu sur la langue, ce qui donne vraiment la scène de... Tout le monde est un peu charismatique, comme genre, non, mais ça, c'est pas des féministes, c'est juste des bourges qui savent pas quoi faire de leur temps. Et t'as l'autre derrière, en mode, oui, mais enfin bon, c'est quand même important, les femmes qui se font violer. Ah oui. Donc en fait, ça dessert complètement le propos parce qu'en fait, ce qu'il nous donne comme information, c'est hyper intéressant et puis ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village pour les gens qui ne s'éduquent pas là-dessus. Vraiment, les fausses accusations existent, oui, mais ça reste une part mineure.
On a même le pourcentage du taux de plainte qui est vraiment remonté et considéré, ce qui est, je crois, à 1%. Ce qui est dit, plus ou moins, après c'est sûrement vérifié, mais dans l'idée, il y a des débuts d'infos comme ça, mais tout est gâché. Puis, on pourra en parler des heures, mais ce fameux personnage qui zozote, il lui donne une progression, c'est n'importe quoi. Ouais. Ah oui. Mais par contre, franchement, si ça peut vous donner envie d'aller le voir, le casting est super. Le casting est super et les acteurs, franchement, ils jouent très bien pour les rôles qu'on leur a donnés. Oui, donc c'est plus à représenter comme potentiellement une porte d'entrée dans quelques questions. Ah ben oui, on carrément. va dire, voilà, ça peut être une porte d'entrée. Petite porte, bon, très légère. La petite porte dans la chocolaterie. Là, et puis pas pour des gens qui ont déjà trouvé une porte alternative. Pour des gens dont c'est la première porte, tu vois, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on n'est peut-être pas forcément le public, parce que peut-être que c'est adressé à des gens qui ont moins connu ces questions-là, qui ont moins été un peu bercés dedans, parce qu'effectivement... des fois, ça revient sur des trucs, t'es là, même la notion d'homme déconstruit, elle est moderne. Enfin, je veux dire, c'est le terme en lui-même, c'est notre génération. Je pense qu'il y a d'autres sociologues qui avaient dû l'utiliser il y a des années, mais dans l'idée, en fait, d'en faire une idée, c'est assez moderne. Donc, je pense que oui, voilà, exactement. Je pense que c'est plutôt des générations avant nous qui peut-être que ça peut faire écho, et auquel cas, si le film arrive à être reçu comme ça et que ça change des mentalités chez les plus anciens, super, ça serait le pari réussi pour lui, mais j'avoue que moi, pour ma part, je me suis juste dit oui, d'accord. Bon, écoutez, c'est déjà ça au moins de le présenter de cette façon, au moins avec un avis sincère, malgré quand même toute la bienséance, on va dire, que vous avez eue. Oui, Zéphyr, pour un dernier mot. J'ai quand même vu plein d'avis positifs sur le film. Oui, c'est ça. Tout n'est pas acheté, c'est sûr. De toute façon, vous ne donnez pas l'air non plus de dire que vous avez passé un mauvais moment. Vous, tous les deux, vous dites d'ailleurs que ça s'est plutôt bien passé. C'est juste que, évidemment, ça a très vite ses limites. En tout cas, ça, c'est sûr. Exactement ça. Bon, écoutez, merci bien pour cette critique sur le mélange des genres. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et c'était Life is a Highway de la soundtrack de Cars. On adore évidemment Joshua, d'ailleurs, qui est autour de cette table. Comment vas-tu, merci. Joshua? Ça va bien. Merci. Dès qu'on parle de Cars, moi ça va. C'est et pour dès ça qu'on met la bonne musique de Cars, ça va super. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que tu es apparu. Je suis rapide. Très rapide. Et oui, c'est d'ailleurs le petit sujet, c'est le film français Rapide qu'on voulait un petit peu donc développer ici, puisque c'est un film qu'on trouvait quand même intéressant sur le papier. Oui, mais c'est quand même aussi un peu une grosse sortie. Tout à fait. Il y a rarement des films d'action français mécaniques, enfin de voitures. C'est quand même sorti par Universal, donc c'est pas rien non plus. Qui parle justement de Paola Locatelli, c'est l'actrice qui joue Max, qui se retrouve donc pilote de F4, exactement. C'est ça, et qui dans une école va commencer à être bien vue puisqu'elle est talentueuse, elle est très douée d'ailleurs, elle a toujours aimé être rapide. Elle s'appelle Max. Et d'ailleurs, pour atteindre la V-Max. Le film commence par le fameux Joshua, je l'ai vu bondir sur son siège à ce moment-là. Là, c'est moi. Vous demandez comment je suis arrivé dans cette situation. Laissez-moi retourner 2 semaines en arrière. J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Oh putain, c'est limite la phrase mot pour mot. Mais il est fort. J'ai toujours aimé la vitesse. Je suis né dans la Clio 2 de ma mère à 160 km/h. Non mais attends, mais tu nous refais le film là à l'oral. Je vous jure, c'est ça le début. Oui. C'est même pas une blague. Donc bravo Joshua, t'es vraiment... Aline, t'inquiète, tout va bien. Et elle appelle Max parce que son... Joshua. Parce que... Le film, et en fait, ce que vous êtes en train de dire me le confirme. Anne-Marie Vin est en train d'accoucher, elle fait Théo Max, là, son mari, et la voix off, elle fait. Et c'est comme ça que je me suis fait appeler Max. Non, tu rigoles. Moi, c'est... Alors, du coup, pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Alors, en vrai, honnêtement, c'est un film, si on se base juste sur les scènes d'action, on va dire, les scènes de course, et elles sont plutôt solides. Mais le problème, c'est tous les dialogues qu'il y a autour. Oui. Et ça fait un drôle de mélange où c'est vraiment compliqué. Les dialogues, c'est le gros souci. Et le pathos, c'est là un peu au max. Waouh. Moi, je me souviendrai de répliques qu'on s'est faites juste après, le fameux « Tu es handicapé !» Maman, tu peux pas venir, tu es handicapé. Bon, il y a vraiment des phrases où parce que c'est très mal joué aussi, on va dire que... Oui. Je l'aime bien, mais quand le meilleur acteur du film en performance, c'est Alban Lenoir. Anne-Marie Vin, franchement, ça va. J'ai eu de l'empathie en réalité, vraiment pour son personnage. Je pense que d'ailleurs, il y avait c'est pas assez construit. C'est normal. Que c'est plutôt un problème d'écriture, mais c'est ça. Après, vraiment, si vous voulez juste voir des
bonne scène de course. Je croyais que t'allais dire si je voulais voir des bagnoles et que ça aille Bah vite. évidemment, on est là pour ça. Évidemment. Après, il y a beaucoup d'Alpine. Oui. Mais c'est pas pour mon déplaisir. C'est pas pour mon déplaisir non plus. Bah, en vrai, c'est même cohérent comme placement de produit. Bah, c'est parce qu'en France, bah, quand tu fais de la F3, le gros constructeur local, c'est quand même Alpine, la seule écurie française. Donc c'est un peu un rêve local d'y accéder. Et je trouve que c'est un placement de produit plus logique, comme par exemple à la dernière émission, on parlait de Gran Turismo, qui est catastrophique sur ce point-là. Mais c'est assez... Mais vraiment, pour le budget, parce que la bande-annonce me faisait très peur. On voyait beaucoup de plans drone, style émission turbo ou vidéo de comment filmer les voitures sur Internet. C'est pas pour mon déplaisir, ça non plus. Petit Dominique Chapat, pourquoi t'es pas dans Rapide? Réponds-nous. et vraiment, en fait... c'est assez surprenant parce qu'on sent que le film n'a pas un fort budget. Je pense que pour un film français, il est dans un budget de moyen de 7 millions. On n'a pas encore les infos. Mais c'est quand même une force du film. Il sait bien tenir son budget, ça là-dessus. Le réalisateur a beaucoup travaillé dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de scènes de circuit. Mais notamment, la scène finale est vraiment super. On est vraiment à fond dedans. Ouais. J'étais très surpris parce qu'on se faisait souvent des gros yeux pendant la séance avec Benjamin sur les dialogues. Mais au bout d'un moment, elle doit quand même durer presque environ 10 minutes, cette finale de course. Et je voyais tous les deux, on était vraiment à fond dedans. Et c'est vraiment un point assez réussi qu'il faut mettre en avant. C'est l'artisanat de ce film qui n'est pas parfait, hélas, mais qui paye un peu des pots cassés d'un retour à un cinéma, on peut dire un peu série B, parce que on va dire que les gros blockbusters français, ça va être Monte Cristo et autres. Lui, ça va être du film d'action plus modeste et un peu plus rentre dedans. Et c'est vrai que c'est moyen, mais quand même... c'est divertissant. Oui, non, mais là-dessus, la scène de fin, justement, qui nous avait laissé quand même un peu sur notre siège, dans le sens où on participe vraiment à la course. Au baquet. Ah, bravo. En fait, on fait des jeux de mots depuis 6 minutes. Vraiment, c'est génial, j'adore. Aline, t'inquiète. On n'est pas prêt d'arriver sur la panne sèche. Oh, pas mal. Génial, j'adore. On va continuer comme ça pendant 2 minutes. Mais voilà, si vous voulez votre petit film tranquille. Mais après, il faut préciser quand même, c'est un film quand même pour ados. Oui. Davantage, quand même. Parce que c'est ça l'arnaque un peu, entre guillemets, c'est faut pas le voir comme un vrai film sur les courses automobiles, F3, etc. Oui, vas-y, Aline. Oui, Aline. Non, mais j'ai pas vu le film, mais je trouve qu'à l'affiche, ça se voit. Après, vous connaissiez Paola Locatelli avant ou pas? Non. Moi, du coup, oui. Mais parce que. J'ai entendu parler de la série catastrophique sur Netflix. Ah non, même pas. Non, en vrai, je vais pas venir juger parce qu'en soi, même si moi, je l'ai connue parce qu'elle était, je sais pas ce qu'on. Influenceuse, créatrice de contenu depuis qu'elle est jeune et même très jeune, et elle est amie avec d'autres personnes de ce milieu-là. Moi, je la connais depuis des années, mais via les réseaux, et c'est sûr que quand je l'ai vue à l'affiche, c'est pour ça que moi, je me suis dit, oula, mais je vais pas juger le fait qu'elle ait l'opportunité, ça serait un peu elle est mal placé. Influenceuse quoi? Parce que c'est intéressant. Moi, je sais pas, là, vraiment, je suis... moi, je la suivais, mais tu sais, c'était au début. Ça fait un moment, mais tu vois, elle était amie avec les créateurs de contenu qui ont commencé à ce moment-là, c'est-à-dire de faire des placements de produits. Et surtout, en fait, elle avait beaucoup voyagé et elle avait rencontré Rihanna. C'est aussi ça qui avait fait qu'elle avait un peu percé sur les réseaux. Parce que Rihanna la reconnaissait, en fait, maintenant, quand elle allait... il y avait tout un truc là-dessus. Et moi, du coup, pour moi, Paola Locatelli, c'était une meuf trop belle d'Insta et qui va me vendre un produit skincare. Et je suis en mode, ok, en vrai, pourquoi pas. Et qui plus est, appartient à une... Après, si on s'y intéresse pas du tout, je vais vous parler chinois, mais qui a plus ou moins fait partie de la bande après qui avait les Bilal Hassani, Sandy Jules, un Panda Moqueur, donc Sullivan, enfin tout ça, quoi. Ils sont amis, ou peut-être plus actuellement, j'en sais rien, je suis pas non plus de très près, mais en tout cas, ils étaient tous amis. Donc moi, en fait... j'avoue que c'est aussi pour ça que j'ai pas priorisé ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de jugement, parce que même si y en a beaucoup qui pourraient dire elle est influenceuse, donc on lui propose des rôles, alors qu'il y a plein d'actrices qui, je pense depuis des années, passent des milliards de castings et sont jamais rappelées. J'ai pas envie d'être dans ce jugement-là. Elle a eu l'opportunité, si elle l'a eu, il y a sûrement des raisons, et tant mieux pour elle. Non, mais c'est bien de le dire. Mais c'est vrai que d'extérieur, moi, je me suis un peu dit en vrai, à choisir, je vais aller voir des films qui me tentent plus plutôt que ça. Bon, nous, on est juste venus pour les bagnoles. On n'a rien compris. On va le dire honnêtement, le choix. Mais du coup, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui peut expliquer peut-être que le jeu d'acteur vous ait pas convaincu,
C'est que mais non, mais là, ça me laisse comprendre beaucoup de choses. Et voilà. du coup, je pense que j'aurais été peut-être même un petit peu plus critique sur ce postulat-là. C'est bien de le dire, merci bien. Alors, on refait la critique, mais on y va plus là maintenant. Non, mais après, cependant, je trouve que c'est quand même un peu un choix audacieux, même si c'est une influenceuse, de choisir elle, cette femme-là, parce que dans un film qui sort au cinéma, on n'a pas beaucoup d'actrices métisses de premier plan, même si elle est très jeune. Et ça, je trouve, c'est aussi un point assez positif dans l'écriture de son personnage du film. C'est vrai que ce qu'on aime bien dans les films de course, c'est l'outsider total dans les films de sport. Ah oui. Comme là, F1, ça va être un mec de 60 ans qui essaye de faire son retour sur scène. Et là, déjà, c'est du sport mécanique. On sait tous que c'est du sport de riches. C'est une famille de pauvres. Et elle, c'est une femme. C'est encore plus 2 fois pénalisant. Et ils le mettent pas trop en avant. Est-ce que tu as déjà regardé une grille de départ de F1 ? Je vois pas de quoi tu parles, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu es déjà allé voir un rassemblement de tuning ? Comment la différence qu'il y a ? Je rigole. Et du coup, je trouve ça, pour un film avec des gros sabots, c'est un truc qui est bien écrit, bien équilibré, c'est qu'on lui remet on lui remet pas tant que ça à la gueule que c'est une femme et que c'est pour ça qu'elle est déséquilibrée. On lui remet, parce que c'est vrai, mais ça va pas être toutes les 2 secondes. Ah, tu veux pas faire autre chose que de la F1, tu sais, les femmes et le volant, accident. Des fois, quand même, ça frôle quand même. Il y a 2-3 scènes où elle monte sur ses grands chevaux. Ouais. Mais, une blague. Stuttgart. Ouais, bravo. Mais non, mais c'est... Non, mais c'est pour ça. Le film, j'ai trouvé des fois qu'il était beaucoup trop maladroit, même dans son propos justement là-dessus. Ouais, mais... Je suis d'accord. C'est vrai que ça donne une sympathie aussi pour le personnage, mais trop de fois, ça frôle quand même le propos pour faire un propos aussi, parce que ça tombe un peu sur, ça blablate trop dessus en fait. Et tu vois, ça tourne trop en rond, parce que ça avance pas du tout d'ailleurs sur ces sujets-là. Ça, c'est vrai, mais je trouve que souvent, tu sais, t'as les films où ils vont te le rabâcher toutes les 2 secondes de t'es une femme noire, nanani, tu peux pas faire ci. Là, ça va être que distillé 3 fois, tu vois, que ça va être une femme pilote. Et il y a, en fait, pendant la course, le discours d'Alban Lenoir, je trouve que ça marche assez bien quand qui lui dit qu'elle est la meilleure et qu'il est content que ça soit lui qui la coach. Parce que si ça avait été un homme, jamais elle se serait retournée sur lui. Et ça, c'est un peu chouette. En fait, ça marche. C'est attendu comme tous les films de sport. C'est l'un des seuls dialogues qui fonctionnent d'ailleurs. Il y a une certaine intensité et tout. C'est encore une fois la scène de fin qui est vraiment convaincante. C'est vrai. Donc en tous les cas, je pense qu'on peut vous conseiller quand même ce petit blockbuster français qui fait l'audace quand même cette fois-ci de ne pas être sur Netflix, parce qu'il me semble que c'est quand même produit par Netflix en sortie, j'ai envie de dire exceptionnelle, puisque on a eu Balle perdue par ce même groupe avant, qui est sorti directement sur Netflix. Aka qui a eu un succès monumental aussi. C'est le réalisateur de Aka, on a oublié de le dire. Voilà, c'est ça. C'est la même équipe un petit peu. C'est les mêmes directeurs, directrices de photographie. Par contre, c'est les producteurs de Loup-Garou sur Netflix, et croyez-moi, c'est bien meilleur. Bon, je voulais pas y venir mais bon, c'est aussi ça. Mais bon, cette fois-ci, ils font une exploitation en salle. Est-ce que ça va fonctionner ? Moi, c'est un peu ma conclusion, c'est que j'ai peur que ça soit un peu le pétard mouillé dans l'eau qui va s'éteindre très vite, parce que on va pas, ça va pas être assez impactant, et le film a trop d'ambition, je pense, à ce sujet, pour qu'en réalité il ait un minimum de suite, je pense. On verra bien, parce que c'est aussi produit par France TV et par Universal, du coup, donc ce qui fait que Netflix n'est pas du tout premier diffuseur, même à l'international. On va voir comment ils arrivent s'ils arrivent bien à revendre le film. Parce que France TV avait aussi produit ce film d'action complètement fou qui était sorti en salle, qui était Farang, extrêmement vénère. Donc à voir si France TV aussi continue à vouloir soutenir ces petits films-là un peu... Enfin, même si là on est plutôt sur du budget moyen un peu plus fragile, et peut-être avoir une production sur l'avenir plus solide. Oui, Aline ? Mais je serais même pas étonnée de voir les chiffres dans, je sais pas, 8 semaines ou 10 semaines, mais de voir qu'ils sont pas si catastrophiques, parce qu'encore une fois, vu qu'il y a Paola dedans, ça peut attirer aussi beaucoup, sachant que c'est, comme vous l'avez dit, apparemment plus un film ado. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent y aller parce qu'elle est dedans, tu vois. Oui, tout à fait. Bon, après, la salle n'était pas pour une avant-première, pas ultra remplie. Non, mais je pense pas que ça soit le... Et de ce que j'ai vu des chiffres ce matin, c'est pas foufou aussi sur les salles parisiennes. Donc, on verra si ça trouve son public. En tous les cas, si jamais vous êtes ce public, tant mieux pour vous. Évidemment, on vous conseille de découvrir plutôt ce blockbuster français.
Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et maintenant qu'on vient de finir sur Rapide, passons sur le blockbuster américain qui est Sinners, donc le grand projet en soi de Ryan Coogler qui avait fait Black Panther, qui avait fait Creed pour les films marquants. Donc on a envie plutôt de le rapprocher à un Yes Man dans l'idée, puisqu'il a parlé quand même, enfin il a utilisé pas mal de licences tout de même, de grosses licences d'ailleurs américaines, à juste titre évidemment. Il a rapporté quand même 1 milliard avec son Black Panther. C'est resté quand même dans la culture populaire et pas qu'un peu, évidemment dans la culture afro-américaine, et Ryan Coogler d'ailleurs revient avec un film autour de cette communauté, puisque c'est tout le propos du sujet d'ailleurs, Sinners, c'est autour de cette culture afro-américaine dans les années 30. On est parti longtemps. Maintenant on est de retour. Vous êtes jumeaux les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Et comme on peut l'entendre, c'est évidemment un film d'horreur avec Michael B. Jordan qui donc se double puisqu'il va jouer un petit jumeau. Il joue deux grandes figures, on va dire, de cette Amérique et surtout qui reviennent de Chicago, il me semble, Lenny, si je dis pas de bêtises. Apparemment un petit détour qui n'a pas été si fructueux que ça, et il retourne d'ailleurs dans cette terre un peu natale, on a envie de dire, où ils essayent d'entreprendre un petit peu un bar communautaire autour justement des communautés afro-américaines. Et justement, il va remarquer qu'il n'est pas évidemment bien reçu. Ils ont l'habitude, mais cette fois-ci, c'est pas n'importe quel accueil, c'est pas le Ku Klux Klan, puisque c'est plusieurs fois mis en jeu d'ailleurs dans le film. Cette fois-ci, c'est plutôt des créatures vampiriques qui n'ont pas l'air du tout d'apprécier cette joyeuse fête, ou plutôt qui ont envie de participer à leur sens plutôt à cette joyeuse fête. Puisque il y a un grand musicien à l'intérieur, un grand talentueux bluesman qui a déjà de belles années devant lui au vu de ses talents, et on peut le dire, ça se voit directement d'ailleurs quand il joue quelques petits morceaux et qu'il les chante. C'est d'ailleurs très prenant à ce sujet. Mais sur ce film d'horreur un peu huis clos qui prépare son terrain, on a envie de le rapprocher même à un genre de film du tout va bien quand tout à coup tout va mal, puisque le but c'est vraiment de préparer petit à petit le terrain pour arriver à ce moment vampirique un peu huis clos autour du bar. Est-ce que c'est un film véritablement qui pourrait confirmer Ryan Coogler en tant qu'auteur, puisqu'on l'a vu en tant que Yes Man et aujourd'hui il fait plutôt son vrai projet. On sent vraiment qu'il s'est impliqué en tous les cas dans ce film blockbuster à 90-100 millions de dollars à peu près de chez Warner, encore une fois. Evan, qu'est-ce que tu peux en dire déjà un petit peu de ce film? Est-ce que tu as apprécié déjà le film en lui-même, la séance? Alors, sur 2h17. Sur 2h17. Je trouve le film pas inintéressant. Je le trouve plutôt curieux en fait, cette espèce de mélange qu'il essaye de faire avec le western, le film de vampire. Il y a plein de choses intéressantes dans le film. Après, je dois avouer que même si c'est intéressant sur le papier, je trouve que c'est quand même un gros bordel au final. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce que j'en ai pensé, mais moi je trouve qu'il y a un gros problème par exemple de mise en place. Je trouve que la mise en place elle est un peu trop longue. Je trouve qu'il n'y a pas assez en même temps, enfin c'est trop long, mais en même temps je trouve qu'il n'y a pas assez pour développer les personnages, et pour moi c'est ça le gros défaut entre guillemets du film, c'est ces personnages. Ouais. C'est une petite communauté de personnages qu'on suit dans le film, sauf qu'en fait ils sont pas si nombreux ces personnages, et le fait qu'ils soient aussi peu développés sur 2h18 de film, je crois que c'est ça la durée, c'est ça. Je me dis c'est un peu bizarre, et puis même je trouve que le film a un peu le cul entre deux chaises où il sait pas vraiment ce qu'il a envie d'être. T'as parlé de huis clos tout à l'heure, il y a un aspect intéressant de huis clos dans le film. Je trouve que malheureusement il va pas jusqu'au bout de son truc. Il y a le côté western mais il va pas non plus jusqu'au bout. Il y a le côté film de vampire mais il arrive très tard. Je comprends pas trop ce film. Je le trouve pas inintéressant, mais je le comprends pas. Et quand je vois le potentiel du truc, je me dis ça aurait pu être vachement mieux, quoi. Bon, déjà il y a le préambule un peu de ton avis, Lenny. Alors dans l'idée, je sais qu'on a vu le film ensemble. On n'a pas déprécié le projet en soi. On va y revenir sur quelques points. Ryan Coogler en soi, du film d'horreur vampirique, t'aimais bien son idée?
ironiquement, moi, ça aurait pu être un projet justement qui m'intéressait beaucoup. J'ai pas spécialement volontairement, mais je suis allé voir le film sans en savoir littéralement quoi que ce soit. Oui, t'avais même pas vu la bande-annonce. C'est ça, c'est-à-dire que tu m'as littéralement prévenu de l'aspect un peu horrifique avant la séance. J'ai presque envie de dire, si je n'avais pas eu cette info avant, je pense que j'aurais peut-être passé même un meilleur moment, même si, comme tu l'as évoqué, la bande-annonce a tendance à spoiler énormément, et bien plus que nous, autour de cette table, en tout cas jusqu'ici. Après, c'est vrai que je rejoins totalement ton avis dans le sens où on a l'impression d'une espèce de mélange, de medley d'énormément de choses auxquelles il y avait envie de faire référence à telle partie. Vu qu'on est dans les années 30, on va citer le fait qu'ils sont allés à Chicago, qu'ils ont peut-être bossé pour Capone, qu'en fait, ils ont littéralement volé les deux clans, les Italiens, enfin, ils ont volé tout le monde ou quoi que ce soit. C'est toujours un peu dommage parce qu'on voit le début de la caractérisation de personnage, mais ça va pas assez loin. Et même ce principe d'avoir le côté jumeau, d'avoir un acteur qui joue littéralement deux rôles, n'est pas forcément très intéressant, très poussé sur beaucoup de points. C'est un peu dommage parce que ce côté ambiance blues, mais avec le côté vampirique, aurait pu apporter une originalité, un principe. C'est vrai que tu te retrouves avec une communauté afro-américaine dans les années 30 qui se fait attaquer par une communauté de vampires. Je pense que s'ils essayent de fuir, de demander à l'aide ou quoi que ce soit, ils vont pas spécialement être écoutés. Donc il y a, à mon avis, plein de possibilités, plein de choses à faire. Et malheureusement, le film passe à côté, il veut rester en huis clos, alors que la première heure et demie, pas du tout. On présente plein de choses. Enfin, il passe à côté, mais il développe énormément de choses aussi de son côté. Il y a quand même une écriture très poussée, et ça, c'est ce qu'on peut quand même lui donner comme film. J'essaye un peu de polir un peu mon avis, parce que vous connaissez le mien, de le nuancer, parce que c'est un film qui a quelquefois... Alors, moi, je ne suis pas fan de la photographie, en tous les cas, de sa directrice de la photographie, qui a fait aussi Black Panther. J'aime pas du tout. Je trouve que ça rend très peu hommage, d'ailleurs, certaines fois, aux cultures afro-américaines qu'ils essayent des fois de mettre en avant. Mais en tous les cas, c'est toujours, évidemment, des projets qui m'intéressent dans l'idée, puisque ça reste quand même, on a envie de dire, un vent de fraîcheur dans le Hollywood. De toute façon, c'est toutes les critiques de presse françaises et américaines, elles ont toutes dit ça. Très bien. Une fois qu'on a passé ce stade, c'est moi, honnêtement, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que c'est un hommage musical. Et ça, je vais le mettre en avant, c'est qu'il y a de très bonne musique, c'est vrai. Il y a du blues. Pendant 1 heure, d'ailleurs, pendant la présentation de cette introduction de personnages qui s'accumulent, d'ailleurs, qui fait un peu quête secondaire à la mode jeu vidéo, où on accumule toute notre petite équipe pour arriver devant le boss. Ça fait un peu ça. Et on a vraiment 1 heure d'anecdotes qui ont des liens, des fois qui sont très intéressants, des fois qui n'ont pas justement de lien entre eux et qui ne vont pas servir par la suite. Après, on voit l'idée et on a envie de faire partie de cette communauté aussi, de faire partie en soi de cette soirée potentielle, ou du moins d'aimer cette effervescence, du moins si on ne peut pas y participer, du moins. Et d'ailleurs là-dessus, je trouve que c'est son avantage, c'est que la scène du bar, le moment de fête, moi je l'ai plutôt bien aimé, mais par contre son hommage musical, à part le blues, il y a certains moments où je pense à une scène particulièrement, où tu sens que c'est le mec, il a dit, là, c'est ma scène, j'y vais, là, plan séquence, allez, on y va, effets spéciaux, machin, on mélange plein de choses. Et, je vais dire gentiment, c'est assourdissant. Mais vraiment, typiquement, j'étais en mode, il va falloir, plus qu'aimer la musique, va falloir la respecter quelquefois, parce que, ok, tu l'aimes, et je vois les intentions, et je vois que tu veux vraiment proposer quelque chose, et grand bien lui fasse, parce que ça fait plaisir de voir un réalisateur qui ne fait pas juste oui de la tête et qui écrit des choses pour plaire, qui essaye de donner des idées, mais c'est pas assez peaufiné, c'est pas assez travaillé, je trouve. Ça, en fait, c'est dans la simplicité de l'idée du projet en lui-même, parce qu'on pourrait la simplifier en fusion de communautés, futur, passé, point. Il base là-dessus, je vais pas dire beaucoup plus, mais et pareil, il y a un moment, il y a un solo, ça m'a tué, il y a un solo de guitare,
Et je suis en mode, bon, laisse-moi. Et non, il faut qu'ils mettent ces vieilles basses de films d'horreur à la con pour. Désolé. Mais je peux. Pour lire ton avis là-dessus, c'est un film de con. Non, mais voilà, c'est pour ça que je me suis calmé un petit peu, mais il y a un moment, voilà, c'est ça, il y a un solo de guitare, laisse-moi l'écouter tranquillement, il faut qu'ils mettent ces basses-là, ça m'a énervé, c'est pour ça que j'étais tendu, j'étais en mode, mais là, il y a un beau solo, laisse-moi l'entendre. Mais non, il y a ce côté où le mixeur son là, j'avais envie de... je vais être gentil, non, j'avais envie de lui dire gentiment, est-ce que tu peux quand même baisser un peu tes basses par pitié, parce que t'es en train de faire un truc qui est intéressant, mais tu t'écoutes pas et tu te laisses pas le temps d'être pudique. C'est ça aussi, je pense, là où on va se rejoindre, c'est le film n'est pas pudique. Et il va pas chercher cette subtilité qui, des fois, il s'en fout d'ailleurs, là-dessus, on peut le dire, il y a même 30 minutes il s'en fout complètement, ça y est, il est parti, la subtilité, je l'écrase à pleine balle, ça peut plaire, franchement, ça peut plaire. Mais ça peut complètement décontenancer parce que là on est en mode on ne comprend plus où tu veux aller, et moi c'est vraiment là-dessus où je me suis positionné. Plusieurs fois j'étais en mode je comprends plus rien, je sais plus ce que tu veux, j'ai bien compris tes idées, je sais où tu veux en venir quand même dans ton développement, mais quelle conclusion t'en donnes ? Aucune, mais vraiment, parce que même son film se contredit. Oui, Lenny ? Moi sur l'aspect au contraire pudeur, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est que la première partie en fait presque un peu preuve. Je sais plus exactement avec quel personnage, je crois que c'est celui du vieux bluesman qui est récupéré. À l'harmonica. Ça, qui est récupéré. Ils sont dans une voiture, ils croisent des prisonniers et ils racontent un peu une histoire qu'il a vécue. Le film aurait pu nous faire le cliché classique de ok, allez, flashback, vieil effet sépia si tu veux, tant qu'à faire. Non, juste le mec raconte et on a juste les bruitages. En fond, ouais. C'est ça. Et là, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Sauf que derrière, le film va, je sais pas, il s'emballe. J'ai l'impression que le réalisateur perd le contrôle, même au niveau du montage, où on va se retrouver avec des jump cuts. Ah oui. Et on se retrouve après. Mais affreux, hein. Terrible. Mais je veux dire, un jump cut, alors c'est pas forcément très auditif là-dessus pour ceux qui nous écoutent à la radio. Sauf si vous êtes anglophone. Non mais c'est pas très visuel, c'est compliqué, mais c'est relativement simple à représenter. J'ai fait un jump cut merveilleux, et c'est le truc, c'est que c'est visuellement dégueulasse, ça n'a rien à foutre dans un film à 90 millions de budget. Ça n'a rien à foutre là. Et tu te retrouves avec un film, pour moi, vraiment, qui est à partir d'1h30. Le réalisateur n'a plus le contrôle, parce qu'on se retrouve avec vraiment des flashbacks de... Alors en fait, il faut vraiment que je vous rappelle 5 fois ce qui s'est passé il y a 20 minutes. Non mais c'est juste histoire que vous ayez compris. Ça n'a aucun intérêt, alors que pour moi, il y avait une maîtrise au début, mais qui se lâche. Alors ça peut être régressif, ça pourrait être intéressant, mais les effets sont parfois désamorcés, notamment sur l'arrivée des vampires. Evan ? Oui, par rapport au flashback justement, et c'est super intéressant, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film. J'ai trouvé ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Il y a une chose que j'ai trouvé très étrange, c'est que effectivement il y a des flashbacks sur des choses qui se passent une demi-heure avant ou des trucs comme ça. Et en fait, tu dis, mais ces personnages-là, je ne ressens pas leur proximité entre eux, parce que tout ce qu'on me montre de ces personnages, c'est qu'ils existent depuis moins de 24 heures. Ce qui est la durée dans le film, ça se déroule sur 24 heures. À tout péter. Et du coup, t'as l'impression que ces personnages-là n'existent que depuis 24 heures, quoi. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils se connaissent d'avant, machin, mais à part le dire, on le montre pas vraiment, je trouve. En plus de ça, avec le développement de personnages qui est assez faible, je trouve, du coup, ça rend quelque chose de très artificiel, quoi. Tu sens que ce sont des personnages, quoi. Ah oui, complètement. Et puis justement, c'est la réflexion aussi que je me suis faite lors de cette scène un peu de bar, de fête, etc. C'est que le côté communautaire, en réalité, même dans ces moments-là, il préfère isoler en réalité tous ces personnages dans justement des petites pièces, pour les raisons qu'on connaît, quelquefois qui sont graveleuses quand même, mais en tous les cas, on peut y croire un minima. Je ne vais pas critiquer cette façon de faire, mais dans cette communauté en soi, qui est le propos du film d'ailleurs, tout est basé sur la communauté, même les vampires d'ailleurs, se base sur l'idée de communauté participée, unie, racisme, etc. Et d'ailleurs, je vais juste revenir ça va être notre dernier point dessus, mais ça m'a assez quand même énervé dans un sens de voir que même en plus cette communauté ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois, il y a des scènes de conflit dans cette communauté et on essaye de nous faire croire plusieurs fois dans le film que non mais elle est incroyable, tout va bien, etc.
pour justement après nous faire ce fameux remue-ménage de vampires qui aurait pu être justement le point déclencheur à dire ah bah non, là c'est le moment où justement la communauté ne va plus s'écouter ou ne va plus se comprendre. Non, pas du tout le choix du film, c'est même d'ailleurs la communauté pète un câble directement et passe tout de suite à... Enfin, c'est limite un jump dans l'écriture, c'est on s'adore, on s'aime, tout ça, évidemment, il y a une effervescence et ça marche super bien des fois. Enfin, moi en tout cas, c'est les meilleures scènes du film. En fait, on se comprend plus, on s'écoute plus et c'est finito. Et d'ailleurs, on débat même plus parce que le débat est ras-le-sol. Oui, Lenny. Alors qu'à côté, le film nous propose l'originalité d'avoir des vampires hippies. Voilà, des vampires qui sont une grande famille qui vous invite à la rejoindre et qui jouent du banjo pour se faire accueillir, tout simplement. C'est des gens bien au final. Les vampires. Mais la blague, c'est que moi, c'est ce que j'ai cru, c'est que le film allait nous dire à un moment que, voilà, que ça allait être tous des vampires potentiels. Je dis ça parce que de toute façon, dès le début du film, on comprend qu'il y en a un qui va pas faire partie. Donc c'est le tout début du film, le fameux genre, il s'est passé ça, revenons en arrière. Ça, c'est moi. Non, mais bon, on en est là. Hein. Ça revient rapide. Oui. Et puis, encore une fois, voilà, juste le dernier point, c'est pour en finir sur la critique. C'est que c'est dommage parce que même ça, ce film-là, moi j'aimais beaucoup l'histoire des vampires qui commençait à expliquer un peu quand même cette communauté potentielle, ce fait qu'ici ils sont unis, il n'y a pas de jugement, ils sont un tout. J'avais envie et surtout que... Alors, petit moment spoiler, désolé, mais vraiment je spoil pas une scène, je spoil une notion dans le film. Donc les vampires sont représentés comme des créatures qui sont monstrueuses. Et la toute fin, ils nous disent quand même non, mais en fait, on a un fond d'humanité. Et là, tu fais tout le film et tu fais mais attendez, donc du coup, les histoires de communauté, etc., pourquoi vous n'avez pas mis ça sur le devant de la scène dès le début pour essayer de faire douter vos personnages et qu'on y croit plus d'ailleurs dans ces suspicions de... Parce qu'évidemment, les vampires ne peuvent pas rentrer dans le bar, il faut qu'ils soient invités. Mais c'est tout le propos du film d'ailleurs, c'est pour ça, ils sont en mode bon, on est tranquille, on les a pas invités, mais bon, est-ce qu'on les invite dans notre communauté? Est-ce qu'on les invite pas? Enfin, c'est un peu ça le propos. Et il se passe ce qui se passe. Mais à la toute fin, il nous montre quand même que, en fait, on a un fond d'humanité et en fait, on se souvient de tout et on a toujours notre personnalité et en fait, on s'aime quand même, on a de l'amour. Et tu te dis, du coup, pourquoi ils sont pas tous des vampires? Puisqu'ils sont unis, ils sont un tout, ils se jugent pas. Et ils auraient pu faire tellement de choses, d'ailleurs, sur ce pétage de plomb. Il y aurait pu avoir 10 000 scènes, d'ailleurs, parce que ça y va et c'est graphique. Mais voilà, bon, un dernier mot peut-être potentiellement sur Sinners. Oui, Evan. Non, là on en parle et en fait je trouve que c'est carrément un meilleur film comment on aurait fait que ce qu'il est quoi. Je dis pas ça méchamment, c'est juste qu'en fait l'idée est géniale. Enfin tout est génial dans ce film en théorie. En substance. En substance, voilà exactement. Je cherchais le mot, merci. Et c'est juste qu'en fait ça aurait pu être un super film. Donc il y a de la frustration aussi de ça quoi. Tout à fait. Lenny. Un peu triste parce qu'on a la sensation que je crois que c'est le même, celui qui est réalisé et également derrière, mais genre au scénario, a également écrit le film. Donc, je pense que l'aspect autorisant, c'est peut-être pas pour lui. Vaut mieux peut-être retourner en mode Yes Man et à faire des films à 200 millions. Ça rapportera 1 milliard. Il est agressif. Mais il fonctionne bien, ça fonctionne bien. C'est vrai, Creed et Black Panther, mais ça Creed, reste... pour moi, c'est très très bien. Mais là, c'est excellent. C'est un peu le projet qui lui a échappé des mains. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Hein. Le blues est cool, mais... peut rater quand même. On lui a peut-être dit oui à tout et malheureusement il fallait quand même le restreindre un peu sur ses idées. Mais bon, écoutez, en tous les cas, on vous propose de toute façon de découvrir Sinners. Je pense que vraiment c'est un film à découvrir et à se faire son propre avis puisqu'il va diviser, et tant mieux, quelque part, on aime ce genre de film. Mais évidemment, on va faire des petites recommandations de petits films qu'on a vus chacun indépendamment. Ce soir, j'ai préparé des bouquets de dinde. C'est ça, ça se mange sans faim. Et pour commencer les petites recommandations, Ellie, tu avais le film The Amateur. Oui, alors de notre côté avec les doudous, sommes allés voir The Amateur, le nouveau film de James Hawes, j'espère que ça se dit comme ça, désolé, orienté non plus historique comme avec Une vie en 2023, mais thriller espionnage contemporain avec l'adaptation du roman éponyme de Robert Little, pareil, je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolé.
Une fiction, nous contons donc l'histoire d'un cryptographe informatique de la CIA qui basculera de l'autre côté de la loi après que sa chair et tendre soit assassinée lors d'un attentat à Londres et que sa hiérarchie reste immobile sur le sujet. Alors sa traque des meurtriers commence et contre toute attente mettra en difficulté à la fois les coupables et les ripoux de sa propre agence. Que retenir de The Amateur, le film ? Eh bien malheureusement pas grand-chose, malgré un casting prestigieux avec notamment Rami Malek, Laurence Fishburne et Holt McCallany qui se débrouillent très bien dans leurs rôles respectifs, pas de souci là-dessus. Mention spéciale à Laurence qui incarne un colonel assez terrifiant de cynisme. Les scènes avec lui fonctionnent très bien et ont par moments ce petit truc en plus manquant au reste du film, je trouve. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de notable. C'est sans doute une adaptation qui aurait gagné à être sous forme de série télé, car tout va trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, ni vraiment aux lieux européens sous-explorés. Et encore moins la relation de base entre Charles et sa femme, qu'on comprend bien heureuse et épanouie, mais absolument pas le temps d'éprouver aussi des sentiments, limitant beaucoup l'immersion, à mon sens crucial dans ce genre d'œuvre, explorant les limites morales et juridiques de cette pulsion assurément humaine de se faire justice soi-même. J'étais intéressé par cette proposition non pas à cause du livre que je connais pas du tout, mais parce que à côté du cinéma, l'informatique a aussi une place importante dans ma vie et j'avais adoré cet aspect dans la série Mr. Robot avec aussi Rami Malek dans le rôle titre, qui avait su trouver un équilibre entre crédibilité et fiction d'assez palpitant. Et bien même là-dessus, The Amateur n'est clairement pas au niveau, frôlant même la science-fiction par moments, notamment lors d'une identification 3D un peu magique pour y croire, surtout par un seul mec dans son coin sur un PC sur un autre continent. Le film manque l'occasion de développement vraisemblable et intéressant sur la surveillance de masse qui, dans une certaine mesure, existe bel et bien en notre 21e siècle. Et curieuse également car j'ai un faible pour les histoires d'espionnage à la Jason Bourne, La mémoire dans la peau en VF, que j'avais découvert encore petite sous grippe fiébreuse en vacances chez de la famille et en qualité relativement passable à domicile de l'époque. Mais c'était pas grave, c'était trop bien et c'est toujours trop bien. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais je ne peux que vous recommander de vous jeter sur le DVD disponible au vidéoclub du Cinéma Luxe. Ce sera un bien meilleur investissement qu'un ticket en multiplex pour un film ironiquement assez amateur dans son aboutissement. Très bien, merci beaucoup Ellie. Et puis Aline, toi aussi tu avais découvert le film pour le coup, que tu avais plutôt trouvé ça un peu pareil, pas très marquant dans l'idée. Bah en fait, tu l'as parfaitement rappelé et je l'ai écrit en plus, mais ça m'était sorti de la tête, c'est que j'attendais pas mal vu que le même réalisateur, moi j'avais adoré Une vie, donc c'était en 2023, donc on est quand même, c'est assez récent, et j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'ai même revu plein de fois ce film, donc c'est vrai que je m'attendais à quelque chose dans la construction et dans la mise en scène d'aussi réussi, même dans la photographie, enfin... J'avais pas énormément d'attentes, mais j'en avais. Donc du coup, j'ai été un peu déçue. Et bah, comme tu l'as dit, en fait, il y a de l'idée, c'est-à-dire le fait de sous-estimer le petit informaticien de l'équipe qui est en fait capable de grandes choses. Ça peut être un peu prenant, mais moi, bah, à l'inverse de toi, Ellie, pour le coup, moi, les films d'espionnage, pas forcément ce que je vais regarder le plus. Ça me dérange pas, mais je suis pas une grande friande de ça. Et donc du coup, j'ai passé un bon moment. Et t'avais vu The Insider ? Oui. Bah, d'ailleurs, du coup, ça t'enchaîne bien là, pour quelqu'un qui regarde pas les films d'espionnage. Bah ouais, mais après, tu vois, moi, je suis ouverte d'esprit, je m'intéresse à tout. Oh, waouh, voilà. Non, mais tu vois, c'est justement... N'oubliez pas d'acheter son album bientôt. Non, mais justement, vu que c'est pas forcément les... Je te parle de ça quand je suis chez moi, je vais pas... Je crois que je me suis jamais lancé un James Bond, par exemple, j'ai rien contre, mais rarement, tu vois. Ok. Et Jason Bourne, du coup ? Même pas. Même pas. C'est pas grave. Hein. Mais tu vois, non, c'est... Moi, à l'inverse, ça va plus être des films de mafia, à la rigueur, tu vois. Ah oui. Ça, oui, Joshua ? Et la comédie romantique d'espion avec Tom Hardy et le mec de Dangerous et Chris Pine et Reese Witherspoon. Tu l'as vu ? Non, toi qui adore les comédies romantiques, ça me tente. Eh ben voilà, voilà comment on l'a présenté. Nouveau film d'espionnage à regarder. Ah ouais, bah super. Tu voulais peut-être finir sur The Amateur. Mais ouais, non, mais du coup, tout ça pour dire que ça soit The Insider ou The Amateur, c'est sûrement pas des mauvais films, mais c'est pas des films qui, moi, me marquent, et je pense que The Amateur aurait gagné à avoir un peu plus de dynamisme dans la mise en scène.
D'accord, bah écoutez, merci bien quand même pour cette petite reco au pire à découvrir en petit film d'espionnage à mettre en lien avec The Insider qu'on a d'ailleurs développé dans l'ancien podcast, hein, si jamais vous voulez le redécouvrir avec Minecraft en tête. Et alors... Fais pas les références comme ça, ne joue pas sur cette carte-là, s'il te plaît. Joshua, d'ailleurs, toi, je pense que tu parleras quand même d'un film bien plus intéressant, Deux sœurs. Oui, le film m'a complètement roulé dessus. Ah. C'est un petit drame anglais avec Marianne Jean-Baptiste, une grande actrice anglaise de théâtre et de série, qui joue le rôle d'une femme grincheuse. Elle est jamais contente de rien et tout le monde l'ignore un peu. C'est de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire son fils et son mari disent bon, elle est comme ça, ou ils vivent avec depuis tant d'années. Ils font même plus attention à ce qu'il dit. Ça part de ce postulat-là et vraiment, c'est un film. Si vous avez la chance, il est encore diffusé à côté de chez vous. C'est un film magnifique c'est pas très joyeux sur les tensions familiales et puis notamment d'une certaine dépression, d'une certaine forme de non-écoute d'un personnage qui se laisse un peu délaisser. Et vraiment, la performance de Marianne Jean-Baptiste, parce que quand même, son personnage est vraiment détestable tout le film, parce qu'elle dit que des horreurs tout le temps. Elle a toujours le visage de travers, mais elle arrive à rendre tout ça attachant. L'écriture est super. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Bon, faut être un peu armé. Moi, j'ai pleuré des torrents de larmes pendant tout le film. C'est vraiment magnifique. Et on n'en parle que trop peu. Vraiment, Mike Leach, je sais que c'est un grand réalisateur anglais. Je n'ai jamais rien vu, mais ça me donne très envie de s'intéresser à son cinéma. En tous les cas, ça nous donne envie de toute façon de découvrir son film. Qu'est-ce qu'il y a, Aline ? Tu refais la blague, t'es revenu sur le pipi. Revenez sur les anciennes émissions et principalement une où il y a King Kong et vous allez comprendre ce moment d'anthologie dont n'est pas filmé. Choper nos auditeurs pour voilà, c'est ça. N'oubliez pas, il y a un historique aussi dont n'est pas filmé. Pipi. Voilà. Un jour on fera un film et c'est vraiment l'élément déclencheur, c'est le pipi de Joshua. Désolé de rebondir là-dessus après ta très belle recommandation en plus. T'as bien vu, j'ai été sport, je te l'ai fait discretos, c'est lui qui t'a remis dedans. Ouais, mais bon, moi je saute quand même là-dessus. Il adore la pisse, il faut savoir, Ben adore la pisse. En fait, il a et pas entendu n'importe quoi. Ben. Bon, merci beaucoup, je t'en prie, je vois bien. Moi, c'est un documentaire d'ailleurs qui rejoint aussi pareil un peu cette famille, on va dire, mais là plus cette famille d'amitié qu'on peut se faire quand on est lycéen, puisque c'est autour de Ce n'est qu'un au revoir avec la belle vie des sudistes évidemment. J'aimerais beaucoup être dans un lycée de sudistes, je ne peux plus désormais puisque j'ai été dans le Nord. C'est pas que Ce n'est qu'un au revoir d'ailleurs le film, puisqu'il est diffusé avec un moyen métrage documentaire, Un passement de cœur, qui se complètent d'ailleurs, qui sont pareils les deux sur des groupes d'amitié de personnes, de lycéens qui alors Ce n'est qu'un au revoir, c'est plus sur la fin du lycée, c'est-à-dire vraiment ils sont tout juste en train d'avoir leur bac, ils ont même les examens et ils vont donc sur leurs grandes études et ça y est, c'est le moment où ils savent que ça va passer à une prochaine étape de leur vie. Il y a un peu une introspection d'ailleurs de certaines personnes sur leur vie familiale, comment elles vont réussir à passer le cap. Est-ce que justement elles ont des représentations d'adultes qui ont réussi dans leur vie ? Est-ce qu'elles voient ça positivement ? Spoiler alert, non. Et c'est une génération aussi qu'on essaye de dépeindre avec un certain regard d'ailleurs de Guillaume Braque, qui est le réalisateur, qui... contrairement à un striptease, va pas essayer de rentrer dans l'intimité de ces lycéens, va plutôt se mettre vraiment en retrait, quitte justement à nous délaisser un peu justement ces groupes-là, qu'on aimerait découvrir davantage, qu'on aimerait rentrer dedans. Limite, on a envie de lui dire, vas-y, va... propose dans ta mise en scène des moments en fait d'effervescence et de vraiment de fête qu'on peut avoir dans ces groupes de lycée. Il veut pas faire ce choix-là, qui est compréhensible, et ça donne quand même un portrait de lycéen touchant, qui rappelle évidemment, je pense, pour certains qui ont vécu en tout cas, peu importe évidemment ce qu'on a pu vivre dans ces périodes un peu difficiles, quelquefois, il y a toujours des amitiés très fortes et qui vont rester perdurer dans toutes nos relations par la suite dans nos vies. C'est un peu ce que le film essaye aussi d'exprimer, mais qui évidemment ne pourrait pas totalement perdurer, on ne sait pas, des fois on est... Et en plus, surtout que là, dans Ce n'est qu'un au revoir,
Et c'est des lycéens qui sont dans un internat, donc évidemment, ils le vivent en permanence ensemble. Et là, d'un seul coup, ça va vraiment être un tout autre monde. Et justement, ce n'est qu'un au revoir parce qu'il n'y a pas que des amitiés, évidemment. Quelquefois, il y a des subtilités d'amour qui se sentent. En plus, bon, ils sont tous un peu déjà politisés. T'en as, ils sont zadistes et puis ils te le disent vraiment avec les gros sabots que, bon... De toute façon, ils vont rester en Sarwell pendant des années et ils vont continuer dans leur délire, et tant mieux, parce que bon, ils ont aussi une réalité de la société actuelle qui est peut-être plus présente que nous dans nos générations déjà nous-mêmes, parce que je pense qu'on a tous beaucoup plus que la vingtaine. Et non, Aline, excuse-moi pour le déni. Je suis encore mineur. Joshua, tu me fais peur. Va pas là-dessus, t'es pas Minecraft. Et ça m'a particulièrement touché. Je trouve que, encore une fois, Guillaume Braque, ça fait du bien de voir aussi parce que c'est pareil, c'est une représentation d'un groupe de lycéens qui n'est pas constamment sur son portable, qui profite autrement, qui montre qu'il y a une universalité un petit peu de ce temps de la vie qui est important, qui est crucial, et qui montre aussi que ces générations actuelles sont quand même très en phase à ce qui se passe et qui vont potentiellement influencer, on l'espère, le monde actuel qui en a bien besoin, et on le sait tous. Donc ça fait du bien de voir quand même un réalisateur qui n'a absolument pas ce regard condescendant. Et comme j'ai dit, bon voilà, la seule limite, c'est qu'on aimerait quelquefois qu'il aille un peu plus dans peut-être dans l'intimité de ces lycéens, de pousser un petit peu le curseur. C'est là où ça m'a un petit peu, parce que c'est pareil, il n'y a pas des grands moments de mise en scène, il n'y a pas des grands moments d'individualité, je trouve. C'est trop en surface, le groupe est trop en surface, mais bon, ça reste quand même un très très bon film. Et puis en plus un pincement de cœur qui, lui, donc on était dans le sud avec ces lycéens dans cet internat, et après on a un pincement de cœur sur deux filles à Hénin-Beaumont dans le Calais. Donc autant vous dire que là c'est tout l'inverse. Le RN. C'est deux personnes qui, justement, c'est deux portraits de jeunes filles qui ont toujours déménagé dans la vie, qui sont amies parce que on ne peut pas faire autrement. À Hénin-Beaumont, il n'y a pas 10 000 amitiés, il n'y a pas 10 000 personnes sur lesquelles on peut compter. Donc du coup, c'est un peu des amitiés par dépit. Limite, on a l'impression qu'elles se détestent. Des fois, elles s'adorent. Il y a un peu ce côté amitié, mais là, à l'inverse, qui va perdurer, on a l'impression, qui va rester. Mais en même temps, Guillaume Braque, et c'est là un pincement de cœur, limite, je trouve, qui est plus magistral dans sa mise en scène, c'est qu'il va montrer qu'en réalité cette amitié elle est magique, tu sais pas pourquoi, elle va rester, elle est incroyable, et elles ont des dialogues de débats sur leur vie, sur les garçons, mais attention, on n'est vraiment pas sur le truc basique, etc. Et elles vont vraiment développer des choses pareil sur la vie d'adulte, et ça fonctionne super bien pour finir sur un vrai plan de cinéma, enfin une vraie scène de cinéma qui m'a, moi, touché énormément, qui fonctionne hyper bien, avec un enchaînement entre un moment de crise monumental entre les deux à un moment magique qu'elles vont garder à tout jamais dans leur vie. Donc voilà, ce n'est qu'un au revoir, un pincement de cœur. Je vous sollicite vraiment à redécouvrir ces films. On avait Deux sœurs, on n'oublie pas. On avait The Amateur aussi. On oublie un peu plus. Qu'on a un peu plus envie d'oublier apparemment. Mais voici pour ces recommandations pour On n'est pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Donc, le petit jeu, j'adore les références à des jeux télévisés. J'espère que vous l'avez quand même compris. Donc, tout le monde participe, même Marion. C'est OK? Ouais. Tu vois Question pour un champion, Marion? Oui. Tu connais bien, t'adores? Ah je regarde tous les midis. Non, c'est pas tous les midis Question pour un champion. Ah mince, je suis démasquée. Oh, oui, t'es une fraude monumentale comme d'habitude, Marion. Mais cette fois-ci, pareil comme Question pour un champion, je vais vous faire la description d'un vampire. Et vous allez devoir me dire quel est le personnage donc, qui est derrière cette description à la Question pour un champion. C'est excité. Non, donc, les deux. Je vous donne un petit exemple évident. Évidemment, je pense que vous avez tout de suite. Dracula Untold.
Alors du coup, on va faire après, mais c'était juste pour vous montrer un peu de la façon dont je vais le dire. Je vais dire un truc du genre: je suis un vampire romantique, tragique et obsédé par une femme qui semble être la réincarnation. Ta gueule, s'il te plaît. Qui semble être la réincarnation de mon amour perdu. Je suis tiré d'un roman fondateur publié en 1887, etc., etc. Oui, c'est Dracula. Yes. Bravo, c'est bien. Il n'y a plus de vampires. C'est bon, c'est la fin du jeu. Donc, il y en a plus. Mais surtout, à mon avis, là, de films un peu plus de niche sur les vampires. On va voir si votre culture sur les cinémas de vampires... Evan, t'as rigolé ? Tu connais, t'es fort ? Non. Ok, d'accord. mais parce que l'autre fois, il avait gagné alors qu'il avait aucune réponse. C'est vrai. Oui, enfin, il avait que des perfects. Hein, donc. Sur le juste prix qu'on avait fait. Il rigole déjà. Il en peut plus. Donc, on fait un petit buzzer, chacune. On est d'accord, comme ça, vous faites votre buzzer et je devine donc que vous allez donner votre réponse. Qu'on soit pas juste à faire Dracula. C'est Dracula, d'accord ? C'est pas visé, hein. T'inquiète pas. Ellie, c'est quoi ton buzzer ? Poc. Parfait. Evan ? Dracula. Merde, j'avais pas le dire. Il est con celui-là. Marion ? Poète. Joshua ? Nosferatu. Qui sont cons. Et Aline ? Ici. Très bien. Alors, on y va ? Allez, on va partir aussi sur un facile. Alors, je suis végétarien. Du moins, à ma façon. Nosferatu. Ici. Alors, oui, et j'ai entendu Nosferatu. Edward Cullen. Oui, c'est Edward Cullen, bravo, on peut l'applaudir. J'arrête de jouer. On peut l'applaudir tous, en fait, s'il vous plaît, quand même. Ouais, voilà, je suis le seul à applaudir. Merci. Ah. Je suis tout seul ici. Je suis tout seul. J'entends. Non, j'ai vraiment voulu rigoler, mais je suis fatigué, d'accord ? Non, mais merci. J'ai ma vie. Merci. Qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Tu sais quoi, je te la mets en fait. Oh non, Mario Coty, Ce n'est qu'à au revoir. Oh non, il pensait pour les Dardennes. Non, merde, alors, c'est les Dardennes, ça. C'est dépléchant. Voilà, c'est ça. On part sur un prochain. Mon apparence cadavérique, mon crâne chauve et mes longs... Nosferatu. Oui, Joshua, bravo. On peut l'applaudir. Il est très très fort. Les petits applaudissements là. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Alors, j'aime le sang, mais je le préfère sur vinyle accompagné de guitare électrique. Nosferatu. Oui, Joshua. Only Lover Left Alive. Ah, il est fort. Bravo. C'est ça. Et c'est le personnage ? Tu l'as pas ? C'est le frère de Thor. Alors, l'acteur, c'est Tom Hiddleston, ouais, mais le personnage, est-ce que vous l'avez ? Celui qui l'a égale le point, je le dis officiellement. Non ? Non ? Vinyle. C'était Adam. C'est pas grave. Oh là là. C'était Francis. Vous connaissez tous Francis. Je m'attendais à un Vous connaissez pas Adam Adam. Alors, prochain. Alors, c'est plus le nom du film que je vous demande quand même, je vous rassure, parce que sinon ça va être trop compliqué là, le nom. Alors, mon vampire ne mord presque jamais. Nosferatu, Blade ? Non. Donc, t'es éliminé. Yes. Ici ? Oui. Entretien avec un vampire ? Non. Bon, c'est pas grave. Il erre plutôt dans les rues désertes, en skate ou un tchador. Mon atmosphère, le film, rappelle les westerns. Le noir et blanc y est omniprésent. J'ai été salué pour ma photographie, ma lenteur volontaire et mon ambiance contemplative. Qui suis-je ? Ça va être plutôt... Ouais, c'est un petit film. Quand je vais vous dire le nom, ça va plus être le genre de film que vous avez vu 10 000 fois en affiche, mais que vous avez... Dracula, The Addiction ? Non. Oui, même si oui, Joshua, vas-y, on sait jamais. The Girl Walk Alone at Night ? Il est fort. C'était ça, bravo. On peut l'applaudir. Je te donne le point quand même, c'est évidemment. Il n'y a pas eu de réponse avant un moment. On se fait encore 2 derniers, allez. 2 derniers. Alors, pareil, celui-là, bon, ça peut être évident pour certains, ça dépend des générations. Je suis un vampire enfant, mais aussi un tueur redoutable et une survivante. Je suis la version remake d'un personnage suédois culte. Nosferatu. Oui. Laisse-moi entrer. Oui. Oh, il est fort. Et le nom du personnage, évidemment. Qui est joué par Chloé Grace Moretz. Oui. Morse. Non. Ah bah, c'est encore autre. C'est Abby. Ok. Mais oui, Abby.
Putain, tu connais pas. Tu sais que j'ai jamais vu la version américaine. Ah bah écoute, super. Bah écoute. Mais Morse, c'est super. Si vous n'avez pas vu Morse, c'est génial. Oui. Tout à fait. Bon, un dernier, même si t'as gagné, Aline, ne sois pas trop dégoûtée. Non, il a gagné. C'est le dernier qui vaut tout. Exactement. Okay. Elle vaut 1 million de points la prochaine 1 million, ok. Alors. Que tu nous devras en euros. Je vais essayer de mettre les choses pour essayer que ça soit le moins évident possible. Je suis un vampire, philosophe, mélancolique, vivant à la Nouvelle-Orléans. Nosferatu, oui. Entretien avec un vampire. Donc le personnage. Non mais voilà. Tom Cruise. Je n'ai jamais vu Entretien avec un vampire. Mais voilà, c'est ça le pire. Putain, c'est un truc d'ouf. Mais... Le nom du personnage, et c'est bon, c'est gagné, quelqu'un l'a. Je sais pas, il a vécu sur 3 siècles. Non, bah, super, puis à la fin, il mord Brad Pitt. C'est Lestat de Lyoncourt. Ah là, voilà. Bon bah bravo Joshua pour avoir gagné ce jeu. Merci. Question pour un champion, mon champion. Oui, c'est moi. Bah, merci beaucoup Joshua en tous les cas pour cette émission et cette critique de Rapide. Oui. Oui. Arrive plus tard, s'il te plaît. Excuse-moi, j'étais trop rapide avec ma camionnette. Bravo. Je me suis arrivé dans les temps. Ça c'est mon champion de F1. Ça c'est moi ça. Merci beaucoup Evan aussi pour cette émission. C'était un grand plaisir. Ellie, merci encore pour cette critique et cette chronique sur The Amateur. De rien. Et puis, merci. Alors, un autre qui est à côté, là, qui fait la caméra, qui fait aussi la technique, qui fait coucou à la caméra. Non, arrêtez de faire cette blague. On a dit qu'on arrêtait. Pour la prochaine saison, on recommencera au début. Mais là, sur la fin, on essaye de faire genre qu'il y a vraiment des caméras quand même, s'il vous plaît. Il y a des spectateurs qui en peuvent plus, qui disent « Non, mais on est ignorés, on vous adore. Joshua, t'es le meilleur. Marion, oui ». C'est surtout la maman de Lenny qui nous a donné 10 € pour lui faire croire qu'il y avait des caméras. Oui, c'est vrai. Chut, ne le dis pas. Oh, bébou. C'était en off. Merci beaucoup, Marion, d'ailleurs, pour la régie, encore une fois. Avec plaisir. Eh ben, toujours. On l'applaudit. Merci beaucoup, Zéphyr. Petit coucou. Ah, il va faire un petit beau jour. Coucou. Bah, merci pour tout. Écoute, c'était trop chouette, cette émission. Ah bah, c'est même Hibou. Je sais pas. Merci beaucoup. On finit par la meilleure Aline pour cette émission. Même si tu n'as pas gagné le quiz, t'inquiète, tu es la championne dans nos cœurs. C'est gentil, merci. Merci d'avoir essayé de faire un jeu de vampire, mais bon, il y a l'autre à ma droite. Donc. Bah ouais, et puis en plus, il gâche vraiment la vedette très vite sur les vampires avec son Nosferatu comme buzzer claqué au sol. Merci évidemment aux auditeurs d'écouter cette émission On n'est pas filmé, de nous suivre. Vous pouvez être sur les réseaux avec nous, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, où on est filmé apparemment. Évidemment, là, vous pouvez voir aussi des extraits de films qu'on essaye d'illustrer, des cartes blanches souvent, pareil de même qu'on essaye d'illustrer. Vous pouvez retrouver tous nos anciens podcasts aussi sur Spotify, Apple Podcast. Donc en réalité, je pense que vous avez une belle panoplie de films à découvrir, redécouvrir avec nous. Donc on vous conseille de nous suivre pour les prochaines émissions dont on n'est pas filmé. C'est pas fin, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur!